Salut tout le monde et bienvenue dans le TSLH podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on termine nos mock drafts avec les rangs 21 à 31. Mais avant, nous vous avions promis une primeur pour cet épisode, puis sans plus attendre, la voici. Autour du 22-23 juin, normalement, il y avait le repêchage de la Ligue nationale. Puis en raison de la pandémie, on a décidé du côté de la Ligue nationale de repousser le repêchage à une date ultérieure. Puis, c'est un peu comme ça que le TSLH podcast est né. On souhaitait offrir un petit baume aux amateurs de hockey en diffusant sur 2 épisodes nos top 31 personnels des meilleurs espoirs en vue du repêchage. Mais là, le repêchage, il va être le 6 octobre. Ça s'en vient, c'est très bientôt. Puis, les boys ensemble, Pascal, Max et moi, on a décidé de pousser le podcast vers un autre défi. Donc, c'est avec une grande joie qu'on vous annonce que le TSLH podcast va être en streaming le 6 octobre pour une couverture en direct du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ça va se passer dans une version vidéo améliorée, live sur Facebook, notre chaîne YouTube et sur Twitter en même temps. Nos chroniqueurs vont y aller de leurs analyses personnelles, leurs commentaires, puis on va suivre les sélections des joueurs en direct. Puis en plus, on va pouvoir répondre à vos questionnements et à vos commentaires, tout ça en direct. Donc, on a bien hâte de vous présenter le produit, puis on est très heureux de vous faire cette annonce dans cet épisode du Mock Draft. Max, Pascal, dernier droit de notre Mock Draft. Je sens qu'il va y avoir des sélections où on va pouvoir discuter assez longuement. Est-ce que je me trompe? J'espère que non, sinon ça serait plate pour le show. Peut-être pas Effectivement. comme Seth Yarbis au top 5, là, mais bon, il devrait avoir des affaires pas pires. Oui, je suis allé voir un peu sur vos ordinateurs personnels, messieurs, et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est rendu au 21e rang. Au 21e échelon, on a les Blue Jackets de Columbus qui repêchent. Max, tu y vas avec qui pour les Blue Jackets? J'y vais avec Hendrix Lapierre. Je pense que... Oh! Ouais, parce que du côté, on se rappellera, là, il y a une couple d'années, tout le monde disait que Pouliou-Larvier allait être le choix des Jackets. On est allé avec le Québécois Pierre-Luc Dubois. On n'a pas été déçus. Je pense qu'on va se dire, bon, ben, Colin, on va continuer dans cette lignée-là de Québécois talentueux, de Québécois complets, de Québécois intelligents. Puis on va sélectionner M. Lapierre qui... il y a beaucoup d'incertitudes autour de sa santé, mais aucune autour de son talent. Et on l'a vu là, dans les derniers jours, les dernières semaines avec le camp des Sags dans la LHJMQ. Il a connu des très bons matchs, des très belles percées. Donc, je pense que les doutes se sont dissipés autour de lui, du moins aux yeux de certaines équipes. Il y a certaines équipes qui ne voudront pas y toucher. On peut les comprendre. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes, comme les Jackets, qui vont se dire au 21e rang, let's go. Yeah, tu commences en force, Larchie. À mon habitude. À ton habitude, oui. Pour moi, Columbus, leur banque d'espoir est tout simplement dégueulasse en ce moment. Ils sont allés all-in, puis ils n'ont rien vendu. Puis ils ont perdu plein de joueurs au niveau des agents libres. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais y aller avec le meilleur espoir disponible, mais en défensive, parce que c'est vraiment là qu'il y a un gros problème. J'ai hésité entre 3 défenseurs, 3 joueurs, pas défenseurs, mais LJ Grants, après ça, Maverick Bourque et William Wallander. Et j'étais allé avec LJ Grants. Pour moi, à ce stade-ci, c'est pas le choix disponible, le top choix disponible, mettons. Peut-être que Maverick Bourque était celui qui avait le plus de talent, mais je pense pas qu'ils peuvent passer à côté d'LJ Grants. C'est une équipe qui adore les Suédois, qui adore les Européens en général. Et c'est vraiment un boomer boss, comme on dit, comme Florent le dit souvent dans le chat personnel du site. J'ai mis là, je pouvais pas passer à côté de lui pour Columbus. C'est une genre d'équipe qui aime ça aller dans le champ gauche. Puis je trouve que Grants est dans le champ centre-gauche, mettons. C'est pas mal ça que dans ma tête. Donc ouais, ça, je suis avec Grants. De mon côté, j'ai pas hésité vraiment. Ce joueur-là est déjà sorti dans le mock à Max pour le Canadien de Montréal. Donc, moi, je suis allé avec Jacob Perreault pour les Blue Jackets. Pourquoi j'en suis venu à cette décision-là? C'est parce que du talent sur les ailes, je pense que ça en prend à Columbus.
Contrairement à ce que tu expliquais, Pascal, je trouvais que leur brigade défensive actuelle pouvait permettre aux Blue Jackets d'attendre à l'année prochaine pour y aller avec un défenseur, comparativement au talent offensif qui manque quelque peu avec les Blue Jackets. Puis Jacob Perreault, on en parlait dans le dernier épisode, mais c'est un franc-tireur, il a tout qu'un lancer. Puis on sait ces temps-ci, Columbus aimerait mettre la main sur Patrick Laine. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Des rumeurs étant des rumeurs, il n'y a absolument rien de sûr là-dedans. Par contre, moi, ça me démontre que l'organisation souhaite ajouter de l'offensive sur ses ailes. Puis, je voyais personne d'autre que Jacob Perreault au 21e rang pour l'équipe. Présentement, on a Alex Texier puis Emil Bemstrom qui ont de beaux potentiels, mais je pense qu'ajouter un Jacob Perreault au lot, ça pourrait être assez intéressant pour la formation de Columbus. Oui, puis en plus, il peut jouer au centre. Fait que, à ce stade-ci, c'est sûr que si tu tombes sur Perreault, c'est vraiment un bon choix. Là. C'est encore dispo. 22e rang, les Rangers de New York, qui vont avec un deuxième choix de première ronde. On rappelle, en fait, je crois qu'on n'a pas besoin vraiment de le rappeler, mais les Rangers de New York sélectionnent au premier rang. On peut pas encore dire qu'ils sélectionnent Lafrenière parce que c'est pas fait. Mais c'est les Rangers qui ont la première décision de ce repêchage-là. Puis, ils ont un choix au 22e rang. Pascal, tu leur donnes qui aux Blue Shirts? Les Blue Shirts. Pour eux, il n'y a pas vraiment de lacune, je te dirais, au niveau de leurs jeunes joueurs, leur relève, même dans l'équipe en tant que telle. Leur défensive est assez impressionnante, puis va l'être pendant longtemps. Donc, je me suis dit probablement qu'ils vont y aller vers l'attaque. C'est une équipe qui a besoin de centre dans leur banque. Donc, j'ai hésité entre Dylan Holloway puis Maverick Bourque. Puis, je suis allé avec le Québécois Maverick Bourque. Je pense que à ce stade-ci, c'est le meilleur centre disponible qui me restait dans ma banque. Je peux pas croire que je vais tomber Bourque puis Holloway aussi loin dans le repêchage pour le 22e rang. Mais c'est comme ça que c'est tombé. Donc, je pense qu'ils vont aimer sa vision de jeu, sa hargne aussi. C'est un gars c'est comme une petite peste. Fait que, ouais, je pense que ça serait un bon choix pour eux. Ben, je vais me lancer tout de suite, Pascal, parce que je disais au premier épisode que Quinton Byfield joue au centre. Ça serait un choix logique parce que ajouter un centre à l'équipe, ce serait pertinent. Par contre, ça serait illogique de ne pas repêcher Lafrenière, on le rappelle. Donc, c'est pour ça qu'on avait tous mis Lafrenière. Puis, personnellement, je pense qu'il n'y a personne qui met quelqu'un d'autre aux Rangers. Mais j'ai poursuivi dans cette lignée. À mon avis, les Rangers ont besoin de centre. Puis, j'ai mis Maverick Bourque. Copieux. Ouais. On se disait avant l'enregistrement qu'il y avait peu de chances qu'on avait des sélections similaires, mais malheureusement, on en a encore une. Puis pour les raisons que tu as soulevées, ben mon choix pouvait pas être quelqu'un d'autre que Bourque. J'ai quand même sorti beaucoup de joueurs de centre avant le 21e rang, donc c'était pas mal le meilleur qui me restait. Sincèrement, je voyais personne d'autre à envoyer chez les Rangers. C'est un bon choix. C'est drôle parce que j'ai quasiment failli avoir le même choix que Pascal. Il a dit qu'il hésitait entre Bourque et Holloway. Ben moi, j'ai choisi Holloway. J'ai même pas pensé à Bourque. Pour moi, le fit est vraiment solide d'Holloway. Il y a beaucoup de talent là, en attaque chez les Rangers. Puis je me suis dit qu'il y a un peu de grit là, avec Holloway. Ça serait cool pour justement compléter l'attaque. Holloway que j'appelle affectueusement le petit Brady Tkachuk version Walmart. Je sais pas si ce gars-là va jouer au centre ou à l'aile dans le futur, puis j'ai même pas réfléchi dans ma tête avant de mettre la sélection. Je me suis juste dit que peu importe la position où il va jouer, ça ferait un très beau fit avec les Rangers à New York. C'est un gars, comme j'ai dit, qui amène du grit. Puis en série, je pense qu'Holloway va être... Puis on le voit en ce moment des gars, autant avec les Stars qu'avec le Lightning en finale, qui apportent quelque chose. Oui, les grosses vedettes, évidemment, apportent quelque chose, mais les gars à la Coleman, à la Goodrow, ben, on voit ce que ça peut amener aussi. Puis je pense que Holloway, à long terme, pourrait être un gars très solide en série que les équipes vont peut-être regretter d'avoir passé par-dessus là, au repêchage. Puis c'est un gars que dans mon top personnel, j'avais mis, je pense, 15e ou 17e. Puis là, il sort 22. Fait que vraiment, ça serait une très bonne prise, j'ai l'impression, pour les Rangers à ce rang-là. Penses-tu que le résultat des séries en ce moment, le hockey qu'on voit en ce moment,
le fait qu'il soit vraiment proche, la Coupe Stanley et le repêchage soient vraiment proches, penses-tu que ça va influencer un peu les joueurs sélectionnés, le type de joueurs sélectionnés? Est-ce qu'on va voir plus de gros joueurs physiques sélectionnés plus tôt que d'habitude? Ben, je pense que tu es un mauvais DG si tu dis que si ça marche là, si ça vient d'arriver. Si on se laisse influencer par ça, je trouve ça un peu ridicule, là. Je pense qu'une analyse, ça se fait pas sur une année, ça se fait sur les dernières années. Si c'est la finale en ce moment qui influence les DG, je pense qu'il y a un problème. Comme McCarron et Tinordi l'a fait avec Bergevin. Mais bon, on va passer à autre chose. Bonne réponse. Ben, j'irais même jusqu'à dire que baser toute décision cette année en fonction de la saison régulière qui a été coupée par la COVID, puis avec les séries, puis par décision, j'entends repêchage, transaction, construction d'équipe en général. Si on base nos décisions sur les séries cette année, personnellement, c'est pas une bonne façon de faire, là, parce qu'il y a des clubs, puis je veux pas les pointer du doigt, mais il y a des clubs qui pensent peut-être que c'est des aspirants à la Coupe Stanley, alors que ils sont pas vraiment. Mais tu sais, c'est ça. C'est dur de baser des décisions avec les séries cette année. Puis je pense pas que le repêchage va être influencé par ça, là, à mon avis. Bergevin dit le contraire. J'ai bien hâte de voir. En fait, je voulais pas pointer d'organisation du doigt, mais merci de l'avoir fait pour moi. Tu leur dois rien, tu peux pointer, voyons. Je sais. C'est juste que si on se lance dans ce chemin-là, on finira pas le podcast de Mock Draft. On va se lancer sur l'avenir du Canadien, puis ça finira plus. Là. Fait on pourra peut-être consacrer un épisode là-dessus, mais encore là, c'est ça. Je pense que Bergevin il est bien parti, mais en tout cas, on le regardera aller avec le temps. 23e rang, les Flyers de Philadelphie. Je vais me lancer, messieurs. Je sais pas si on va avoir un choix identique à celui-là. Je suis un peu allé avec un joueur que je connaissais pas avant cette semaine. Puis je suis très honnête dans ma méthode. J'ai pas l'habitude d'être malhonnête. Quand je vois pas un joueur jouer, je le dis. Puis ma sélection pour les Flyers avant cette semaine, j'avais aucune idée c'était qui. Je sais que Pascal t'a écrit un profil sur lui. J'étais allé le consulter. J'ai vu son nom popper sur les réseaux sociaux une couple de fois. Ça m'intriguait quel genre de joueur il était. Donc, je suis allé faire mes devoirs. Je suis allé le regarder sur Instat Hockey. Puis, ma sélection pour les Flyers, c'est Sam Colangelo. Ouais. Sam Colangelo qui joue pour les Steels de Chicago dans la USHL. Un attaquant de puissance, de ce que j'ai pu constater et de ce que j'ai pu lire avec les différents profils via Double Prospect, tout ce hockey. Il y a plusieurs textes qui parlent de lui comme étant un attaquant de puissance, puis c'est effectivement le cas. Il y a quelques lacunes que j'ai pu observer. Il y a une chose qui me dérangeait un petit peu, qui me faisait un peu penser à Jesse Puljujarvi. C'est qu'il essayait souvent d'aller se camoufler derrière la défense en sortie de zone. Puis, tu sais, dans le jargon de la ligue de garage, on appelle ça loafer. Ça me dérange un peu. Mais tu sais, est-ce que c'est une lacune qui me freinait de le mettre avec les Flyers? Visiblement non, parce que c'est ma sélection pour la formation de la Pennsylvanie. C'est un gars qui a un beau cabaret, puis dans son style de jeu, je trouvais qu'il me faisait penser à Kevin Hayes. Puis, c'est vraiment le lien qui a fait en sorte que les Flyers pourraient être intéressés envers un joueur comme ça. Puis, il y a la capacité de marquer des gros buts. Puis, il était jumelé avec Brandon Brisson. Puis, c'était un très beau duo à regarder. Mais je trouvais Colangelo plus intéressant aux Flyers, considérant que c'est une organisation qui est raw. Il aime avoir des bonhommes physiques. Il aime... Ça date de des années. Puis c'est pour ça que Colangelo, je trouvais qu'il fitait dans le moule. Puis il joue à l'aile, au centre. Je pense qu'on est correct pour une couple d'années. Donc, d'ajouter du poids et du talent sur les ailes, je trouvais que c'était un bon fit là, pour les Flyers. Puis, tu sais, tu parlais que c'était un low-feu, mais je pense que c'est le système de l'équipe aussi. Chicago Steel, c'est dans la USHL, si je me souviens bien. Oui, c'est pas là, c'est une des vraiment meilleures équipes du circuit. Fait que, tu sais, ils font un peu ce qu'ils veulent en offensive cette année. Là. Tout le monde était dominant. Fait que, tu sais, faut pas tout se fier là-dessus, là, nécessairement, mais c'est tout qu'un joueur. C'est un bon pick. Non, c'est ça. En fait,
sais, je veux pas nécessairement le qualifier de low-feu non plus, là. Tu sais, j'ai regardé 3-4 matchs, là. Fait que, tu sais, mon échantillon est petit, mais c'est quelque chose qui ressortait régulièrement dans 3-4 rencontres. Donc, c'est pour ça, tu sais, il y a quelques lacunes, mais, tu sais, probablement que le gars va rester dans NCAA pendant 4 ans. Fait que, tu sais, il a le temps de corriger ces lacunes-là, là. Oh. Je trouvais que les assets qu'il y avait dans son jeu, je trouvais que ça fitait bien avec les Flyers. De mon côté, j'étais allé avec Maverick Bourque. J'étais content parce que là, les deux, vous l'avez mis avant, donc il n'y avait aucune chance que vous ayez le même choix que moi ici. Ben écoute, je pense que qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Maverick Bourque? Il est talentueux, il a de la hargne, il veut jouer, il veut gagner. Je pense que les Flyers, avec un gars de même, ça rejoint un petit peu, dans le fond, ce que tu amenais, Matt, ça rejoint le point où il aime ça, les Flyers, avoir de l'énergie, avoir des gars qui veulent, qui jouent, qui n'ont pas peur d'être dans un coin et tout. Puis Bourque, rapidement, je vois un petit peu le même genre de joueur. Je ne veux pas apporter de comparaison, mais un peu un Konechny, qui, dans le fait que les deux ont un talent de marqueur, les deux, ils vont dans un coin, puis les deux, ça leur tente. Puis, fait que pour cette raison-là, j'aime vraiment le fit là, de Maverick Bourque à Philly. Si c'était rendu là, c'est clair, je l'aurais mis là, sérieusement aussi. Là. Ça fit trop Flyers puis Maverick Bourque. Moi, j'ai mis Dylan Holloway. Même affaire que vous autres, c'est un attaquant de puissance, un grinder qui plaque comme un train, qui est rapide, intelligent aussi. Fait que, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre beaucoup là-dessus. Le fit est là, la philosophie aussi. Fait que je peux pas mettre d'autre chose que Dylan Holloway pour lui. L'Avalanche du Colorado, 24e rang. Max, qui qu'on envoie dans les Rocheuses de Denver? On envoie dans les Rocheuses de Denver Lukas Reichel. Est-ce que vous allez me dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un autre attaquant? Peut-être que non, probablement pas. Mais écoute, je pense que rendu au 24e rang, Lukas Reichel, il y a un très beau upside offensif, ce gars-là. Puis au 24e rang, quand tu es une équipe comme l'Avalanche qui va probablement repêcher très loin pour de nombreuses années, en raison du fait que Krim, ils ont une solide équipe, là, puis qu'ils ne devraient pas perdre tôt en série et devraient participer aux séries pour de longues années, ben tu prends le gars qui va te rapporter autant à court terme qu'à moyen terme qu'à long terme la meilleure valeur. Le gars qui a plus de chances de devenir un joueur d'impact. Puis rendu à ce stade-là du repêchage, j'ai bien l'impression que Reichel est dans les 2-3 gars là, qui ont des bonnes chances d'avoir le plus gros impact. Donc, pour ces raisons-là, je me suis dit, on y va avec Reichel. C'est parfait. Moi, j'ai hésité entre deux joueurs. J'ai hésité entre Jan Mysak et Lukas Reichel. J'ai pris Lukas Reichel. C'est pas vrai. Oui, j'ai pris Lukas Reichel, un petit préféré de moi, probablement le préféré de Maxime Lapierre aussi, parce qu'il joue avec lui en Allemagne. Enfin, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le joueur le plus intelligent à cette place-là. Puis, à mes yeux, c'est Reichel. J'ai hâte de le voir avec Alex Newhook. Personnellement, je pense qu'ils vont faire un duo incroyable. J'ai pas visé la défensive dans leur cas parce qu'ils vont avoir une des meilleures défensives, une des meilleures jeunes défensives pour de nombreuses années. Donc, j'ai pris un joueur polyvalent qui est utilisé à son avantage dans la DEL, mais j'ai hâte de voir cette année à quel point il va jouer en défensive et tout, parce que l'année passée, ça n'arrivait pas souvent qu'il prenait des mises en jeu en défensive. Donc là, est-ce qu'il va avoir plus de responsabilités cette année? J'espère. Puis je pense qu'avec le Colorado, c'est la meilleure équipe dans laquelle il peut se retrouver parce qu'il va se développer à son avantage. Puis je pense que ça va être un joueur de la NHL, ce gars-là. Ben, à votre grand plaisir, messieurs, on a un choix différent. Je n'ai pas mis Lukas Reichel avec l'Avalanche parce que mon choix a tombé sur Hendrix Lapierre au 24e rang. Pourquoi j'ai mis Lapierre avec l'Avalanche? L'Avalanche, à mon avis, sont pas encore au pic de leur courbe de progression, mais presque. C'est une équipe qui va aspirer, tu l'as dit, Max, ils vont aspirer à la coupe dans les prochaines années, puis ils vont repêcher bas pour les prochaines années. Donc, Lapierre, c'est un pari risqué, oui, en raison des blessures, mais le Colorado, ça leur dérangera pas d'avoir un Lapierre que, mettons, il va être blessé. Parce que le retour d'investissement, si jamais sa santé va bien, puis qu'il performe, est plus important que si ses blessures affectent sa carrière.
Ça a l'air compliqué comme ça, mais je me dis s'il y a une équipe qui... En fait, si je résume ça, s'il y a une équipe qui peut se permettre de prendre un risque, c'est le Colorado. Parce que on aspire à la Coupe dans les prochaines années. Donc, pourquoi ne pas prendre le risque d'avoir un joueur qui peut avoir un super beau retour d'investissement? Puis, je l'ai mis au Colorado aussi parce que j'hésitais à le mettre avec les Flyers de Philadelphie. En fait, moi, la pierre, c'était 23 ou 24. C'est un joueur qui pouvait sortir top 5, top 10 s'il était en santé. Puis, je trouve ça triste qu'il descende à ce point-là dans les mock drafts. Mais on ne peut pas contrôler nécessairement les problèmes de santé qu'il y a eu. Par contre, ce qui a fait en sorte que je choisisse le Colorado plutôt que Philadelphie, c'est qu'à Philadelphie, je pense sincèrement que l'organisation se serait fait crucifier sa place publique s'il prenait la pierre. Non, mais on a Nolan Patrick que déjà les partisans sont irrités d'avoir sélectionné ce joueur-là alors que ses problèmes de santé étaient flagrants au repêchage, mais ils ont quand même décidé de le prendre. S'il prenait la pierre cette année, ça aurait été un désastre. Puis c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je trouvais que le joueur, si on fait abstraction des blessures, je trouvais que le joueur aurait pu être un bel ajout pour les Flyers. Fait que c'est pour ça que je l'ai envoyé avec l'Avalanche du Colorado. Bon choix. « 25e rang, les Capitals de Washington. Pascal, qui t'envoie aux côtés, peut-être, éventuellement, d'Alexander the Great? Pour les Capitals, je suis allé avec William Wallinder. J'ai hésité entre 3 joueurs en tout, entre le talent offensif de Wallinder par la défensive, ensuite le talent de marqueur de Michak et le caractère de Brandon Brisson, le fils de Pat Brisson. Je suis allé avec Wallinder. Je pense que les Capitals ne sont pas à leur premier projet en défensive. Le premier projet de développement en défensive pour un défenseur offensif. Je pense pas qu'il peut tomber sur une meilleure organisation que Washington, parce qu'au niveau du développement, ils sont vraiment A1. Donc, je pouvais pas mettre un autre joueur que lui à mes yeux. Là. C'était le meilleur joueur disponible à ce moment-là au niveau du talent pur. Là. Est-ce qu'il y a des risques? Vraiment beaucoup. Wallander, c'est pas un gars sans risque en défensive. Puis en niveau mobilité, il est élite, mais pas en niveau mobilité défensive. Bref, ça, on en a déjà parlé dans notre top 31. Mais ouais, je pense le fit est trop là pour Wallander avec Washington, à mes yeux. Ben, je suis un peu écœuré parce qu'encore une fois, on a le même choix, Pascal. Les 4 derniers gars, on a les mêmes choix. Il y a juste Holloway et Bourque qu'on a inversé. Fait que, ouais, ben c'est ça. Wallinder, puis t'as tout dit. Fait que moi, je vais aller prendre une petite marche, là. Bon. Après ça, on m'accuse de plagiat sur vos ordinateurs, mais finalement, c'est peut-être pas moi qui est en cause. En tout cas. Ben, pour ma part, à Washington, j'ai un joueur différent de vous. C'est un autre joueur que je suis allé faire mes devoirs cette semaine. Je l'avais vu jouer par-ci par-là avec des highlights, mais comme on dit, on n'apprend pas à connaître un joueur via des highlights. Bien que c'est une pratique qui soit souvent utilisée, là, mais je trouve que c'est un peu biaisé comme façon de faire. Je suis allé regarder quelques matchs des Colts de Barrie, puis je donne aux Capitals M. Tyson Forster, qui est un ailier droit, qui peut jouer au centre, qui est utilisé à gauche sur le power play. Puis j'ai fait un petit calcul rapide avec les statistiques avancées fournies par Instat, puis j'ai remarqué, en fait, en regardant les matchs, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'était sur le power play, justement. Puis, l'année dernière, il a marqué 15 buts sur 35 du cercle gauche, la plupart sur des one-timers, le genou à terre. Moi, ça m'a fait penser beaucoup, beaucoup à Alex Ovechkin, honnêtement, dans sa technique sur le power play. Puis là, je dis pas que c'est le futur Alexander the Great. Là. Pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que c'est un style de joueur que les scouts de Washington pourraient aimer. Puis c'est un gars qui est assez dynamique. Puis j'ai remarqué qu'il parlait beaucoup dans la zone défensive aussi. Il est impliqué verbalement. Puis ça me démontre qu'il reste dans la game. Il est capable d'avoir un apport défensif intéressant. Puis c'est ça, il est assez polyvalent. Il peut jouer à l'aile droite, au centre. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'à Washington... À Washington,
je trouvais que c'est de la pêche à la dynamite, le repêchage. Parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie d'aller chercher des coupes, on échange des joueurs, on pense beaucoup au présent. Donc, qui ait repêché un défenseur, un joueur de centre, un avant, qui peut jouer partout, un ailier, c'est de la pêche à la dynamite. Peu importe le joueur qu'ils vont aller chercher, ça va être une belle prise parce que leur pipeline il est un petit peu désuet. Puis, je pense que Forster, ça pourrait être un bel ajout aux jeunes des Capitals. Oui, clairement. Bon choix. Au 26e rang, Max, on a les Blues de Saint-Louis. Tu vois qui avec les champions en titre alors qu'on parle? Tu leur envoies qui? Là, c'est impossible que Pascal ait le même choix que moi. Ok, je vais regarder le nom, puis je vais revenir voir Pascal, parce qu'il faut bien que je regarde le nom, là. Shakir Moukmadoulin. Moi, comme Adoline, ah ouais. Moukmadoulin. C'est comme ça qu'on dit ça, Pascal? Moi, comme Adoline, ouais. Moukmadoulin. Moukmadoulin, c'est un gars qui, je pense, gagne beaucoup avec le repêchage qui a été retardé de plusieurs mois parce que là, il est en train de connaître tout un début de saison en Russie. Puis, pour vrai, c'est pas le gars que j'ai le plus scoté, vraiment pas. Mais je vois tellement des belles choses passer sur lui là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, que je pense que je suis de plus en plus certain, après avoir évidemment regardé des vidéos là aussi. Là, oui, j'ai vu... Twitter m'a mis la puce à l'oreille, puis je suis allé voir de moi-même c'était qui, lui, puis qu'est-ce qui se faisait de bon, là. Puis j'ai de plus en plus la certitude qu'il va sortir, mettons, dans les 40 premiers, pas mal certain, là. Première ronde, je ne mettrais pas beaucoup d'argent là-dessus, quoique je pense que c'est très possible, hein, comme je viens de le mettre là, 26e à Saint-Louis. Mais il est très bon. Il est très, très bon. Il a une bonne shape. C'est un défenseur qui a tout ce qu'il faut pour devenir un bon top 4. Fait que là, les Blues rendus là, je suis allé, même pas selon les besoins, je suis allé qu'il était bon, puis je pense qu'il a des bonnes chances de devenir un top 4, puis rendu là dans le repêchage, rendu au 20e rang, rendu en fin de première ronde, quand tu vois un gars, puis ça, je l'ai répété souvent, là, quand tu vois un gars à ce stade-là, puis que t'es pas mal sûr qu'il va jouer à LNH, puis qu'il peut avoir un impact à LNH, ben tu le prends. Je pense que c'est ça que les Blues feraient à ce stade-là en prenant Moukmadoulin. J'ai pas pris Shakir, Moukmadoulin pour ce stade-ci. Je l'aimais beaucoup vers janvier, ce défenseur-là. Même son nom est imposant. C'est un gars ultra physique. Je trouve vraiment que c'est un bon choix pour toi. Puis, comme tu disais, évidemment, depuis le début de la saison à KHL, il gagne vraiment beaucoup de rang au repêchage dans les pronostics là, du monde des Twitter scouts. Il y a beaucoup de gars de Double Prospect qui l'aimaient pas beaucoup avant le début de la saison, qui trouvaient que son process de game n'était pas assez bon, qu'il y avait plusieurs highlights, mais que si tu regardes son jeu en ensemble, c'était moche un peu, mais sérieusement, je suis content de son début de saison, parce que je suis content de confirmer à quel point il est bon, ce gars-là. Fait que très bon pick, très audacieux, mais je pense que ça pourrait payer. Pour ma part, je suis allé aussi avec un défenseur, Topi Niemela. Je suis allé avec le Finlandais, qui ressemble beaucoup à Ville Heinola l'année passée, ou Tobias Bjornfot. C'est un défenseur droitier, je me souviens bien, puis c'est une des lacunes au niveau de la relève des Blues de Saint-Louis. Fait que je pense vraiment qu'ils vont aller avec un défenseur. C'est un gars qui bouge bien la rondelle, qui joue déjà dans la Liga depuis, je pense que c'est pas sa première année, probablement sa première année cette année, je me rappelle plus. Bref, puis en fond, il fait tout bien sa glace, mais surtout, il bouge bien la rondelle, puis ça, je pense que c'est une lacune à Saint-Louis, puis ils vont adorer ce joueur-là. Qui est pas si, malgré son gabarit, qui est pas si loin de la Ligue nationale de hockey, comme Heinola puis Bjornfot. Les boys, j'ai une question pour vous. Oui. J'aimerais ça que vous me répondiez en toute honnêteté. Est-ce que les derniers développements dans le dossier d'Alex Pietrangelo ont fait en sorte que vous préféreriez envoyer un défenseur dans votre mock draft ou un attaquant? Pour vrai, non. Moi, comme je l'ai dit, je suis allé avec le choix qui avait le plus de chances, selon moi, de jouer dans la Ligue nationale dans une couple d'années. Puis oui, je l'ai eu en arrière-pensée, puis je me suis justement dit, est-ce que je me l'ai posé la question, puis je me suis dit non, je l'aurais envoyé là pareil. T'sais, moi, j'ai regardé strictement... Donc, pour identifier les besoins, je regarde les joueurs entre 18 et 21 ans. Puis eux, ils ont juste 3 défenseurs entre 18 et 21 ans. C'est Perunovic, Tucker puis Anderson. C'est juste Perunovic qui est vraiment bon. Le reste, c'est un peu moche. Fait que je me dis, bon, défenseur droitier. Niemela, c'est le meilleur à ce stade-ci. Fait que je suis allé avec lui. C'est vraiment ce que j'avais dans la tête.
C'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus parce que moi, mon choix pour les Blues ça a été un des premiers que j'ai mis là, une fois rendu au 26e rang. C'était un choix qui n'a même pas bougé. Mon mock draft a 4 versions différentes. J'ai changé 4 fois les joueurs. Ça a bougé pas mal, là. Puis ce joueur-là n'a jamais bougé des Blues, puis c'est un attaquant. Puis en vous écoutant parler, je me suis dit, ça ferait du sens qu'il repêche un défenseur à cause justement du dossier de Pietrangelo qui risque de quitter là, sur le marché des joueurs autonomes. Est-ce que j'ai regretté de prendre un ailier gauche? Non. Parce que je pense que rendu là, c'est un bon choix de prendre M. Jan Mysak, un petit préféré de Pascal. Oh oui, ben, j'ai hésité entre Mysak puis Niemela. Fait que... Ben, sincèrement, je pensais que tu avais mis Mysak. Puis, j'étais prêt à dire, bon, ben, quand c'est pas Max, c'est moi. Mais visiblement, on n'a pas le même choix. Mysak, c'est un joueur qui est parti de la République tchèque. On le sait, on en a parlé beaucoup hein, dans le top 31 là, de ce joueur-là. Puis l'échantillon est relativement petit là, dans la CHL parce qu'il a rejoint Hamilton en début d'année ou en milieu de saison, si je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est après le championnat du monde. OK, c'est ça. Ben, tu sais, il a rejoint les Bulldogs d'Hamilton. Puis, à cause de la COVID, ben, ça a comme tout cassé, là, si on veut. Donc, l'échantillon est quand même petit pour lui. Mais je trouvais qu'avec Klim Kostin, Robert Thomas puis Jordan Kyrou, qui jouent à droite ou au centre, ben, je trouvais que d'ajouter un ailier gauche, c'était pertinent dans le pipeline. Puis, je suis conscient que l'échantillon est petit, donc peut-être que Mysak va descendre un peu plus. Mais pour moi, c'était un choix logique pour les Blues. Personnellement, je trouve que c'est bas même de le prendre 26e. Fait que, tu sais, c'est pas un mauvais pick. Même là, c'est un pick qui risque de payer beaucoup pour les Blues de le prendre le 26e rang. Ouais, s'il sort à ce rang-là, mais ouais. Non, je voyais pas d'autres ailiers gauche rendus à cette position-là. Au 27e rang, on a les Ducks d'Anaheim qui en sont eux aussi, à l'image des Rangers, à leur 2e sélection de la première ronde. De mon côté, on a parlé dans le premier épisode de nos mock drafts, si je me trompe pas. Je pense que c'est toi, Pascal, qui disait qu'un duo avec Alexander Holtz et Trevor Zegras, ce serait incroyable. Je me rappelle, là, c'était le genre de duo que t'aimerais bien, mais tu sais, on a tous envoyé Drysdale aux Ducks. Là, je sais où tu t'en vas, Matt, puis ça me fait chier. Oh, ben, ouais, OK. Ça m'indique qu'on a peut-être le même choix. Mais moi, je leur donne Noel Gunler. Je regarde la face à Max, puis je pense que j'ai bien raison. Je pense que oui, t'as raison, mon Matt. Ben, tu sais, dans la philosophie qu'on parlait avec le duo Holtz-Zegras, je cherchais un attaquant franc-tireur pour le jumeler. Puis, comme j'ai donné Jacob Perreault 21e rang, ben, j'avais Gunler qui était disponible. Donc, c'est eux que j'ai envoyés. On a parlé dans les épisodes du top 31 qu'il y avait peut-être des petites lacunes au niveau de l'attitude là, sur la glace. Je pense que c'était Pascal qui évoquait le point. C'est sûr qu'il y a encore le temps de corriger ça. Moi, ça me dérange un petit peu là, dans le jeu, mais n'empêche qu'il y a l'arsenal pour combler un beau poste, un bel asset qu'il n'y a pas nécessairement dans le pipeline. Puis, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour Gunler. C'est pas un joueur que j'ai vu beaucoup jouer, là, donc dans le potentiel, mis à part le fait que c'est un bon sniper, j'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être que toi, Max, tu as d'autres choses à dire puisque tu as le même choix. Ben, là-dessus, pour elle, sur ce choix-là, j'ai fait confiance à Pascal qui aimait pas Gunler vraiment à cause de son attitude. Puis, fait que je me suis dit, je le voyais glisser, puis j'étais comme... OK, il me semble qu'il devrait pas autant glisser, mais je me suis dit, Pascal a dit qu'il y avait des problèmes d'attitude, fait qu'il va glisser. Fait que c'est ça, je l'ai fait descendre, mais on va se le dire, là, rendu au 27e rang, ça pourrait être un solide boom. Là. Mais hein. Ça pourrait être un énorme boom.
Reste à voir si ça va l'être. Ça pourrait être tout un flop aussi, là. Mais rendu au 27e rang, quand tu as un gars comme Noel Gunler de disponible et que tu as besoin de scoring, tu serais un peu con de ne pas prendre la chance. Ouais. Puis moi, il est parti au 20e ou au 18e rang, je pense, Gunler avec New Jersey. C'est vraiment un bon pick, là, Gunler avec... je pense qu'Anaheim serait vraiment content de l'avoir au 27e rang, sérieusement. Son problème d'attitude, c'était plus... c'est pas nécessairement en dehors de la glace, parce que on le sait pas, même s'il y avait des rumeurs, son entraîneur le démentit, mais sur la glace, ça paraît. Ça paraît. Il s'en fout de la défensive. J'ai essayé de faire j'ai fait des profils détaillés là, de joueurs disponibles probablement au 16e rang pour le Canadien. J'ai commencé Gunler, j'ai fait ses buts. Wow, il est super bon. Ses passes, super bon. Tout le reste, c'était comme... il y a 2 plaqués dans son année. C'est tellement inintéressant que j'ai perdu le goût de faire des profils détaillés à cause de lui. Il a fallu que je change de joueur pour, après ça, retomber en amour avec ce concept-là. Fait que c'est pour ça que je l'aurais probablement fait tropper jusqu'en 2e ronde, mais il reste qu'il y a un talent élite, puis c'est de marquer des buts, puis ça, c'est recherché, puis il y a un bon gabarit. Fait que, 27e rang pour le Ducks Anaheim, ça fit au fond. Moi, finalement, j'hésitais beaucoup dans les autres picks avant de prendre Yann Michak, puis je l'aurais mis à eux. C'est plus un ailier gauche qu'un ailier droit, mais il peut quand même jouer à droite aussi. Beaucoup de son offensive vient de la droite, en fait. Ça arrive souvent qu'il rentre à droite, comme Galchenyuk le faisait dans le temps, même si c'est un gaucher. C'est un gars assez complet. On a parlé un peu précédemment, mais j'ai hésité entre lui puis J.J. Peterka, l'Allemand. Lui, je suis allé avec Michak, parce que selon moi, c'est le meilleur marqueur d'entre les deux. Et je leur cherchais un marqueur pour Anaheim, vu qu'il n'y en avait plus de Drysdale avant ça. Fait que je peux pas croire que je fais tomber Michak, un de mes préférés, aussi bas, mais je pense que c'est un bon pick, là. Au 28e rang, on a les Sénateurs d'Ottawa. Max, pour une 3e sélection dans cette première ronde, les Sens, ils repêchent qui? Mais j'ai pas envie de commencer, Matt, parce que je pense que Pascal, il a le même choix que moi encore. J'ai hâte de voir. Ben non, mais je veux que tu y ailles avant. OK, pas de trouble, on va y aller. Ouais, pour les Sénateurs, j'étais allé all offensive dans la première ronde. Les 3 joueurs, Stugel, Rossi, puis j'ai pris Tyson Forster. OK, je suis content d'abord. Continue. Good. C'est un gars qui peut jouer à droite, donc sur le powerplay, à gauche, comme tu as dit, Matt. Ça fit. Dans le fond, leur problème, c'est au centre puis à droite. En offense, c'est pas leur problème, mais leur trou, c'est au centre puis à droite, puis il peut jouer dans les deux positions. Fait que c'était, dans ma tête, c'était le joueur à leur mettre. Là, c'était pas je les ai même pas hésité. En fait, je pense qu'il va sortir pas mal plus tôt que ça. Mais à part sa mobilité, c'est un joueur qui a un peu tout, là, c'est un gars féroce. C'est pas le plus physique, mais sérieusement, c'est un gars féroce qui utilise beaucoup son physique pour protéger la rondelle. Fait que je peux pas me mettre ailleurs de ça, puis il va être très bon dans cette équipe-là. Ben comme toi, Pascal, je suis allé all offensive. On se rappelle qu'au 3e rang, j'avais mis Perfetti. À Ottawa, 5e rang, j'avais mis Seth Jarvis. Donc là, on a un centre en Perfetti, un ailier droit en Jarvis. Donc on s'est dit, on va y aller avec un ailier gauche, comme ça va faire un beau trio. Un beau trio de jeunes dans le futur. Je suis allé avec J.J. Peterka. J'aime vraiment, je sais que tu y as pensé, je te connais, puis je sais que tu as passé proche. C'est pour ça que j'avais peur encore. Mais je trouve que ça ferait un sacré beau duo, là, un sacré beau trio. Peterka, Jarvis avec Perfetti au centre, ça serait incroyable. Là, offensivement, ça a le potentiel d'une bombe. Mais ce qui serait encore plus cool, même si c'est pas mes choix, je le sais, mais mettons là, que Stützle s'en va à Ottawa, puis que là, on amène Peterka en plus, puis mettons qu'on dit Jarvis. D'ailleurs, ça, va falloir que je trouve ça là, sur Internet si on dit Jarvis ou Jarvis, parce que là, je le dis une fois sur 2 chaque, puis je me dis qu'une fois sur 2, je l'ai correctement. Mais sur cette parenthèse inutile, ouais, je trouve que c'est cool de sélectionner 3 attaquants. Puis en défense, on a déjà Chabot, on a Brandstrom qui a encore un très bon potentiel. À droite, on a Lassie Thompson, on a Bernard Docker. Tu sais, oui, ça va. Je pense que en première ronde, tu prends 3 attaquants, puis après ça, tu iras avec ta défense. Là. Déjà que tu as 2 solides jeunes défenseurs, ben tu t'arrangeras avec ça après. Mais pour l'instant, je trouve que J.J. Peterka, à ce rang tard-là, le 28e, ça serait un très solide choix pour les Ottaviens. C'est le fun de voir que ton dernier point vient complètement discréditer mon choix que j'ai mis avec les Sénateurs d'Ottawa. Parce que je leur envoie un défenseur. Donc, pas gaucher au moins. C'est Monsieur L.J. Grants.
OK, il est droitier, ça le fait de base, correct. Mais en même temps, non, mais je vais pas te discréditer encore plus, vas-y. Non, mais tu pourras en ajouter après, il n'y a pas de trouble. C'est juste que C'est moi, bon. je trouvais qu'avec Stützle puis Rossi, je trouvais que d'ajouter un défenseur en première ronde, surtout que dans mon mock, Grant est encore disponible. Ben, tu sais, Grant, c'est un défenseur format géant, puis souvent, on le dit, là, les défenseurs à gros gabarit sont plus lents à développer. Puis, justement, le fait d'avoir Thompson, d'avoir Brandstrom, d'avoir Chabot, d'avoir Bernard Docker, ils ont le temps de se développer. Tu sais, ils vont être développés quand Grant va être prêt à se greffer avec ces défenseurs-là. Donc, c'est pour ça que je trouvais que Grant, c'était un bel ajout parce qu'il va prendre un petit peu plus de temps à se développer, mais c'est un super beau projet pour les sénateurs. Il a démontré des belles choses dans la super élite en bas âge. Puis, c'est ça. C'est vraiment pour ça. Je trouvais que c'était un beau projet avec des défenseurs. On a déjà un beau pipeline de défenseurs avec ceux qu'on a nommés, mais d'ajouter un défenseur avec un super beau gabarit comme ça, je trouvais que c'était la cerise sur le Sunday, en fait. Là. Ouais, moi là où j'ai peut-être un petit problème avec ce choix-là, c'est dans le sens que c'est pas un défenseur que je vois jouer avec un Chabot ou un Brandstrom dans ce qui est du style de jeu. Puis pour moi, c'est clair que Chabot est là pour rester, ça on le sait. D'après moi, Brandstrom aussi va être un bon défenseur top 4. Ça, il y en a qui en doutent. Les gens ont le droit, mais moi, je reste persuadé que Brandstrom va être un top 4. Puis Grant, vous le savez, je l'adore. Là. C'est moi ici qui dois l'aimer le plus, Grant. Mais je le vois pas. Je le vois justement sur un top 4. Donc, ça ne fit pas là, avec Chabot ou Brandstrom. Donc, pour ça, jamais il aurait été question pour moi de le mettre avec les Sens. Par contre, si dans l'optique où on se dit que peut-être que Brandstrom sera pas un défenseur top 4 puis que ça va être un défenseur peut-être plus stay-at-home qui va jouer avec Grant dans le futur, ben OK, là, je peux comprendre le choix, mais pour moi, dans l'optique où Chabot et Brandstrom sont là pour rester, sont là pour être bons à Ottawa, ben je me voyais pas mettre un défenseur à caractère offensif droitier, tu comprends? Ben, est-ce que tu crois que, justement, d'avoir Grant aux côtés de ces joueurs-là, ça pourrait permettre à des gars comme Brandstrom, justement, de plus s'épanouir offensivement, en sachant que Grant est capable de fournir de l'offensive, mais aussi en sachant que l'aspect physique est couvert par ce gars-là? Penses-tu que ça pourrait être un point positif pour l'organisation? Ben, même l'aspect physique de Grant, s'il est gros, mais c'est pas le gars nécessairement le plus physique non plus. Moi, je suis un peu vieux jeu là-dessus, dans le sens que j'aime ça, voir un défenseur offensif avec un défenseur offensif avec un défensif. Donc, de voir deux offensifs ensemble, j'ai de la misère avec ça, puis je pense que les Sens vont y aller dans ce sens-là aussi. Pour moi, un défenseur offensif, ça va avec un défenseur défensif. Tu sais. Au 29e rang, on a les Golden Knights de Vegas qui vont, à mon avis, se tourner vers les Wheat Kings de Brandon pour aller chercher un certain ailier gauche du nom de Ridley Gregg. Ridley Gregg, en fait, je suis allé le voir jouer aussi à l'image de Forster et de Colangelo. C'était un joueur que je connaissais plus ou moins. Je suis allé le regarder. Puis, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Jesse Granger, le reporter qui couvre beaucoup les Golden Knights. Il mentionnait dans un de ses billets que les Golden Knights, ils aiment les joueurs qui sont bons dans toutes les situations. Puis, il y a un lien vraiment facile, en fait, à faire avec l'organisation de Brandon parce que le propriétaire, c'est le DG des Golden Knights. C'est Kelly McCrimmon, c'est le propriétaire des Wheat Kings. Je pense que la connexion est là. Je dis que les Golden Knights... en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Granger, mais Granger dit que les Golden Knights aiment les joueurs dans toutes les situations, mais ils sont quand même allés chercher Max Pacioretty puis ils ont laissé partir Nick Suzuki. Là. Fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le sait pas, mais lui, il suit l'équipe, fait qu'il doit même le savoir un peu. Là. Mais Cody Glass, c'est un joueur qui est un peu dans ce moule-là. Puis je trouvais que Ridley Gregg aussi, il fitait bien là, dans le moule des Golden Knights. Puis il amène un aspect peste aussi. Gregg est un très bon joueur de hockey. Puis
il n'est pas aimé de tout le monde sur la glace, mettons. Positivement pour son équipe, je parle. Là. L'autre équipe le déteste habituellement. Ben, il arrête pas. Ce serait justement un ajout de plus dans une équipe qui n'a pas vraiment ce type de joueur-là non plus. Là. Il y a William Carrier. Il y a Carrier qui c'est une peste. Il y a Reeves, oui, c'est vrai, il y a Reeves, effectivement. Je l'avais oublié, je l'avais complètement oublié. C'est probablement une. Oui, c'est ça. Oh, oui. Des fois, c'est dur hein, de penser à 98 000 joueurs de la Ligue nationale, mais effectivement, Ryan Reeves étant une des pires pestes de la Ligue, comment l'oublier? Mais on s'entend que Reeves, par contre, pourrait pas vraiment offrir la production offensive qu'un Greg pourrait offrir éventuellement si son développement se passe bien. Fait que c'est un peu pour ça que Reeves, dans ma tête, il était pas vraiment dans cette catégorie-là. Mais Ridley Gregg avec les Golden Knights. Moi, j'étais allé avec un petit chouchou, je dirais. Un petit chouchou de Pascal. Je pense pas que vous l'avez mis dans votre mock graph. J'étais allé avec Marat Kosnodinov. Un Russe, c'est un centre russe qui joue. En ce moment, il joue dans le KHL à cause de tous les cas de COVID, là. Mais c'est tout un patineur. Un patineur élite au niveau de la vitesse. Il joue avec un certain edge. En fait, c'est un petit joueur, là, il est pas gros. Mais il est dans ta face. Peu importe dans quelle situation, il est bon en défensive, il est bon en zone neutre, il est bon en offensive aussi. Puis le seul défaut que j'y trouve, c'est qu'à grande vitesse, il y a de la misère un peu à process la game. Des fois, il va trop vite par rapport à comment ça se passe dans sa tête. Un peu comme Maxime Afinogenov, ça arrivait souvent, ça. Mais est-ce qu'il va bien se développer? J'espère que oui, puis je pense qu'avec les Golden Knights, ça pourrait arriver. J'ai hésité en tout avec lui puis Hendrix Lapierre, parce que moi, je ne l'ai pas encore mis, Hendrix Lapierre, qui est au 29e rang, qui serait tout qu'un choix, sérieusement. Mais non, je suis allé avec Kosnodinov, mon petit préféré, mon petit préféré de fin d'année, parce que je ne le connaissais pas avant ça beaucoup, là. Mais là, avec Instat, j'ai pu le regarder jouer, puis j'adore ce joueur-là, qui est évidemment un boomer bust. On verra ce qu'il va donner. Ben, je suis allé aussi avec un boomer bust à mes yeux, puis c'est un de tes préférés, t'en as parlé auparavant, Yann Michak. Oui. Tu sais, c'est pas un gars qui va arriver tout de suite dans la Ligue nationale, c'est un gars qui va avoir le temps de se développer, puis avec l'attaque des Golden Knights, ben justement, on va pouvoir lui permettre de prendre ce temps-là pour se développer, pour marquer des buts au niveau inférieur avant d'arriver et d'être prêt pour la Ligue nationale et d'avoir un impact. Parce que c'est un gars que, si tu l'as dans ton équipe, ben tu veux qu'il ait un impact offensivement. Tu vas pas l'amener pour le fun dans des situations où il n'y aura pas la chance d'avoir des bonnes passes sur le tape pour la mettre dedans. Donc, c'est là que ça va être important avec lui de prendre son temps pour l'équipe qui va le repêcher. Puis je pense que les Golden Knights, vraiment, c'est une des équipes qui a le loisir de faire ça. Puis pour vrai, je pense qu'à ce rang-là, puis on le dit souvent, c'est drôle parce que depuis une couple de rangs, on dit que ça serait des très bons choix, un très bon choix à ce rang-là, un très bon choix à ce rang-là. Ça vient montrer un petit peu la profondeur là, du repêchage. Mais vraiment, Yann Mysak qui serait un très, très bon choix pour les Golden Knights. Ça se rend là un potentiel énorme de joueur top 6. Pascal, tu serais content d'entendre que Kosnodinov, j'ai passé très près de le mettre dans mon mock draft. J'aurais été fier de moi, mais non, je l'ai tassé à la dernière minute. On y reviendra. On y reviendra. Au 30e rang et au 31e, parce que au moment qu'on enregistre ce podcast, la finale de la Coupe Stanley n'est pas terminée. Donc, c'est deux choix qui peuvent être interchangés. Mais il faut juste se rappeler que le Lightning n'ont pas de choix de première ronde. Ils l'ont échangé contre Barclay Goodrow. Donc, c'est les Sharks et les Stars qui ne savent pas encore à quel rang ils vont repêcher. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, peu importe l'ordre. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Non plus. Mes choix sont faits en fonction des équipes et non en fonction du rang. Là. Donc, puis ça démontre vraiment très bien ce que tu dis, Max. C'est la profondeur du repêchage. Rendu au 30e rang,
on peut se permettre de choisir des joueurs vraiment ciblés pour une formation et non dire « Ah, ben, à ce rang-là, c'est lui le meilleur, on va lui donner, peu importe le besoin. » Quand tu es capable de combler un besoin rendu au 30-31e rang, c'est une belle profondeur. Puis il y a même des équipes qui vont pouvoir le faire au deuxième round aussi, là, en deuxième ronde. Fait que on va avoir un beau repêchage cette année, mais revenons à notre 30e rang. Pascal, dans l'optique que c'est les Stars de Dallas qui repêchent à ce rang-là, tu leur donnes qui? Je leur donne J.J. Peterka, l'Allemand. À mes yeux, au niveau de la disponibilité des choix, c'est le meilleur choix disponible. C'est pas une équipe qui a de la misère à choisir en Europe, en Russie, peu importe où. Ils choisissent, ils n'ont pas de préférence au niveau de leur choix. Donc, j'avais pas de misère à leur mettre. C'est un joueur qui est très bon all-around, qui est un bon marqueur de but, très rapide. Fait que je pense qu'il fit très bien avec la philosophie de Dallas, même si je les aime pas. Fait que c'est une bonne valeur de choix, je trouve. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai hésité avec Brandon Brisson aussi, qui est le fils de Pat Brisson, que finalement, j'aurais pas mis dans mon top 31. Les grands oubliés de mon bord, on en reparlera peut-être après dans notre dernier choix. De mon côté, je suis allé avec Tyson Foerster pour la simple et bonne raison que, selon moi, c'est le meilleur centre disponible à ce moment-là du repêchage. Je pense pas en oublier. Tu sais, Foerster, là, on parle de talent, on parle de tout un lancer. Je pense que, tu sais, je regarde ses stats en ce moment, il y a 36 buts cette année, mais je pense que ce chiffre-là va exploser, là. Tu sais, j'allais dire la saison prochaine, il y aura moins de matchs, là, on va se le dire, là. Mais je pense qu'il a la capacité de devenir un très bon marqueur de but. C'est un gars qui a une très bonne vision offensive, qui fonce au net, qui trouve ses lignes vers le filet, puis qui prend des bons lancers. Puis ça, les équipes adorent ça. Rendu au 30e rang, une équipe comme les Stars de Dallas va sauter sur un centre comme ça. Surtout que là, Tyler Seguin, il a de la misère à jouer au hockey en ce moment. Donc, je pense qu'on va rapidement vouloir se créer une nouvelle ligne de centre. Tu sais, il y a Ty Dellandrea qui s'en vient. Je pense qu'avec Dellandrea et Foerster, là, on serait quand même en voiture pour des choix qui sont pas, mettons, dans le top 10, là. De mon côté, Pascal, on a passé très, très près d'avoir le même choix pour les Stars. Je disais tantôt que j'ai eu 4 versions de mon mock draft. J'ai changé beaucoup de joueurs à force de regarder, à force de savoir quelle équipe, les besoins et tout ça. J'avais mis Peterka pour les Stars, puis finalement, je l'ai tassé pour la simple et bonne raison que j'avais encore Lucas Reichel de disponible. Puis, 1 pour 1, j'ai préféré aller avec Reichel. On l'a dit tantôt, j'ai vraiment rien à ajouter en fait, là. C'est un joueur qui est complet, puis pour les Stars qui repêchent régulièrement en Europe. J'ai hésité aussi à leur donner un petit joueur du côté de la Finlande, là. J'avais pensé à Niemela, mais sur le coup, j'étais comme en défensive, ils n'ont pas besoin. Ils ont vraiment une défensive belle et jeune en Ice Cannon et en Klingberg. Puis ça me tentait pas vraiment de leur donner un autre défenseur, donc je suis allé vers l'attaque. Puis c'est pour ça que mon choix a penché vers Lucas Reichel. Ça va tellement être le fun de regarder Foerster l'année prochaine, là, pour revenir sur ton choix, Max. Là. Il va passer toute la saison avec Brent Clark, un des meilleurs défenseurs au prochain repêchage. Sérieusement, ça va être toute qu'une saison pour ces deux gars-là. Là. J'en parlais à mon coloc tantôt, là, Brent Clark me fait capoter. Fin de la parenthèse. Ouais, on va sûrement en faire un d'ici novembre, un podcast sur les joueurs à surveiller l'année prochaine. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On le dit souvent, mais les sujets, c'est pas ça qui manque entre nous. Parfois c'est le temps. Parfois, c'est le temps. Mais non, c'est une bonne idée, Pascal, que tu amènes. Pour la conclusion de notre mock draft du TSLH podcast, on va y aller avec les Sharks de San Jose. Pour ma part, je suis allé avec Brandon Brisson, un joueur de centre. OK, là, je suis écœuré. Je suis écœuré de ce podcast-là. Non, les gars, là, non. Tente plus. J'en déduis qu'on a le même choix, Max. C'est bien ça? De quoi tu parles? Ben, pour avoir eu une réaction comme ça, 2 choses. Soit qu'il y a eu un but de marqué dans le match Stars Lightning présentement, ou soit qu'on a le même choix. On a le même choix, c'est l'entracte. Braden Point qui a encore scoré en passant. Il est solide. Mais bon, pour revenir à notre
Notre ami Brandon Brisson, je l'ai découvert en regardant Colangelo, en fait. Ouais. Tu sais, je n'avais beaucoup entendu parler via les réseaux sociaux, via les profils sur différents sites. Puis en regardant Colangelo qui m'intriguait un peu plus, j'ai vu aller Brisson, puis sa créativité, je l'ai vraiment adoré. Puis c'est un joueur de centre. Les Sharks, je trouvais qu'un joueur de centre, ça fitait beaucoup avec ce qu'il avait besoin. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Peut-être que tu as d'autres choses à ajouter sur Brisson, Max, de ton côté. Ben, tu as utilisé le mot créativité, puis c'est exactement le mot que je voulais mettre à l'avant-plan. C'est un joueur tellement créatif, un gars qui a un esprit tellement vif, qui voit tout sur la glace, qui crée les jeux, il voit tout. Il voit tout. Il repère ses coéquipiers tellement aisément, c'en est impressionnant. Puis ça, oui, c'est un joueur de centre, mais c'est un joueur que je vois, s'il n'y a pas de place au centre, il va être excellent à l'aile aussi. Puis ça a joué dans mon choix, ça. Il va jouer n'importe où, il va jouer avec n'importe qui, puis il va rendre tout le monde autour de lui meilleur. Moi, comme je disais, c'est le grand oublié de mon top 31, pas mon top 31, mais mon mock draft. J'ai fait descendre, puis j'étais pas capable de le mettre nulle part, mais sérieusement, ça serait vraiment pas étonnant qu'il sorte dans le top 25, dans le top 23. Faut pas oublier que c'est le fils à Pat Brisson. Ce gars-là, il est agent des meilleurs joueurs dans le national de hockey. Fait que son fils grandit dans un environnement qui a vu passer les plus grands du hockey moderne à côté de lui. Il s'est entraîné avec ces gars-là. Il les a vus jouer, il les a vus vivre hockey. Fait que selon moi, ça va être un gars qui a une excellente éthique de travail, une excellente façon de s'entraîner et de voir la game aussi. C'est pas pour rien qu'il est le meilleur joueur de la meilleure équipe dans USHL. T'sais. L'année prochaine, ça va être important pour lui de continuer sur sa lancée. Peut-être qu'il va avoir un petit drop, là. Il va pogner pour être un mur parce qu'il va jouer contre des joueurs vraiment plus vieux. Mais tout un pic, les gars. au 31e rang, sérieusement, ça va être un très bon joueur de hockey, ce gars-là. Ben, j'ai une question pour toi. Offensif, là. J'ai une question pour toi, Pascal, avant qu'on saute à ton choix, en fait. Vu que tu es comme un peu notre encyclopédie sur TSLH. Brandon Brisson, si je me trompe pas, il s'en va à Michigan, c'est ça, dans NCAA? Si je me souviens bien, oui. Est-ce que Colangelo, j'ai pas pris le temps de regarder, là, mais est-ce que Colangelo y est associé à la même université? Parce que pour vrai, moi, ça m'a fait capoter ce duo-là. Là. Il est vraiment beau à regarder aller. Puis tu l'as dit, Max, Brisson, là, il voit tous les joueurs sur la patinoire. C'est capoté. Puis lui puis Colangelo, là, ça se complétait vraiment bien. C'est vraiment ça qui Northeastern University. Ouais, Northeastern. Ah, OK. Yeah, Northeastern. Northeastern, ouais. Je l'ai mal dit, mais bon, c'est ça. Dommage, ils vont être séparés, mais non, j'ai vraiment apprécié regarder ce duo-là. Pour vrai, c'était vraiment très intéressant. Mais bref, fin de la parenthèse. Pascal, si Brisson, c'est ton grand oublié du mock draft 2020 de la Ligue nationale, qui t'envoie chez les Sharks? Hendrix Lapierre. Je pouvais pas me le mettre en deuxième ronde. Je veux pas avec le début de saison qu'il y a. En fait, j'avais mis Brisson, ça fait un bout, j'avais mis Brisson au 31. Puis Lapierre, il a comme gagné un peu d'estime, en fond, de mon estime dernièrement. Fait que je l'ai mis là. D'après moi, il va probablement sortir plus tôt que ça, même avec les sénateurs. Ça serait pas étonnant qu'il sorte au choix des sénateurs. Mais bref, j'ai mis Lapierre, sérieusement. Au 31e rang, au 30e, au 29, au 28, ça serait un très bon choix. Donc, comme vous avez dit, la profondeur de ce draft-là est intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, avant que le Canadien fasse ses séries, d'échanger les choix qu'il y avait, dans le fond, au début de la deuxième ronde, le 39 puis le 40, je pense, contre un choix entre le 20 et le 30. Mais non, gardez ces choix-là. Même 47, 48, 49, c'est des bons choix. Tu restes là. La profondeur entre la fin de la première ronde puis le 2/3 de la deuxième ronde est très intéressante. Donc, choisis le plus de choix dans ce range-là puis développe-les. Parce que c'est un très bon draft de profondeur au début dans les 3 premières rondes, ça demeure un très bon repêchage. Après ça, bon, il y a peut-être un petit drop, là. Mais moi, j'essaierais de stacker le plus de choix dans ce range-là. Voulez-vous que je vous dise, moi, c'est qui mon oublié? Oui.
T'aurais été bien mal pris pour dire non. Hein? Daniel Torgerson. Torgerson, ouais. Pour ce gars-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit en première ronde. Mais même à base, c'est vraiment pas tout le monde qui le connaît. Là. Je suis tombé sur ce gars-là par hasard, puis ça a tombé que j'ai regardé des vidéos de lui, puis que je suis tombé en amour. Là. Mais un gars de 6 pieds 3, 205 livres, un marqueur de but en Suède, il marque des buts. Et puis dans son style de jeu, et là attention, puis je me rappelle, j'avais écrit un texte sur lui, j'avais écrit dans son style de jeu en majuscule et non dans son talent. Il me fait beaucoup penser à Andrei Svechnikov. Un gros marqueur de but, un attaquant de puissance avec des talents de sniper aussi. Fait que, tu sais, quand tu as la chance de repêcher un gars entre les rangs, autour du 30e rang, je serais très à l'aise de le voir sortir. Là. Puis ça m'a tenté. Pour vrai, là, ça m'a tenté de le mettre 30, 31e. Là. Mais je pense que je l'aurais juste fait pour en parler, plus que pour vraiment penser qu'elle allait sortir là. Mais honnêtement, je serais vraiment pas tant surpris qu'une équipe soit tombée en amour avec ce gars-là autant que je suis tombé en amour puis décide de le prendre. Parce que j'en parle souvent. Puis je suis surpris, je l'ai même pas dit aujourd'hui. La capacité à marquer des buts, le talent qui ne s'apprend pas. Fallait que je le plug. Ben, Torgerson, il a la shape, il a le talent. Let's go Torgerson in the first round. Moi, de mon côté, le plus grand oublié de mon mock draft, c'est El Chum André. Je le savais que tu allais dire ça. Je le savais. Je te voyais la préparer dans ta tête. Je voyais ton petit sourire, là. J'étais comme, quand on va dire que c'est le Chum André, lui. Non, je fais des farces, là, mais pour vrai, il y a un très bon début de saison en plus en SHL. Mais, tu sais, j'ai pas vraiment... Ben, il y a peut-être Kuznetsov que, comme je disais, j'hésitais tantôt à le mettre avec les Sharks. Mais finalement, j'ai penché pour Brisson parce que, comme je disais, quand j'ai regardé Colangelo, Brisson, j'ai trouvé vraiment solide. Mais Kuznetsov, je l'ai vu aller un peu en regardant le prochain prodige, monsieur Matvei Mishkov. Je savais que tu allais le mettre dans ton mock, Pascal, puis c'est un choix très intéressant. Pour vrai, je l'aurais mis aussi pour les Sharks, mais j'ai préféré Brisson. Mais tu sais, quand on regarde des joueurs qu'on n'a pas nommés, là, la deuxième ronde, tu le disais, Pascal, des choix au deuxième ronde ou mid-deuxième ronde, t'échanges pas ça. Là. Crime, on n'a même pas nommé Jake Neighbors, Thomas Bordelot. On rit avec le chum André, mais Emile Andrea, il n'a pas été nommé non plus. Luke Tuck. Ozzy Wiesblatt. Oui, Ozzy, notre chum Ozzy, oui, qu'on a parlé dans le top 31. Moi, un joueur que j'aurais aimé mettre dans mon mock, c'est Justin Barron, puis j'ai hésité plusieurs fois. Puis quand j'ai terminé ma dernière partie de mock draft, la nouvelle concernant son état de santé a sorti, donc ben je l'ai pas mis. Là, c'est vraiment dommage, là, mais c'est un défenseur que j'aurais aimé placer dans ma première ronde. Mais malheureusement... Il y a Ryan O'Rourke aussi. Ryan O'Rourke. Oui. Jérémy Poirier. Comprendre ce que je dis, là. Jérémy Poirier. Ouais, William Villeneuve aussi. Lucas Cormier. Sérieusement, ça va être une très bonne deuxième ronde. Content d'avoir 3 choix là, avec les Canadiens. Effectivement. S'ils gardent. Ouais, ça, on n'est pas... on peut pas prédire l'avenir. On a eu une belle preuve aussi. Dans notre deuxième épisode, on envoyait des joueurs de centre au Wild du Minnesota pour accompagner Eric Stahl. Puis une semaine après la diffusion de notre podcast, il a été échangé. Oui. Mais c'est ça. On peut pas prédire les transactions d'ici le repêchage. Mais bon, ça a été un exercice très plaisant à faire, messieurs. Moi, c'était mon premier. C'est là que ça va être intéressant aussi avec notre émission en live du repêchage. On va pouvoir revenir sur nos prédictions, puis avec ce qui va se passer en live, ben là, on va pouvoir revenir sur nos choix, sur certains de nos choix, dire « Ah, c'est cool, ça s'est passé comme on le prévoyait. » Puis c'est pour ça c'est cool, on va pouvoir sortir des lignes, on va pouvoir brag certaines choses qu'on a dites. On va pouvoir essayer, ouais, puis on va pouvoir essayer aussi que vous vous souveniez pas de ce que j'ai dit de Ridicule pendant notre épisode de mock draft puis me le remettre d'en face. Je vais espérer que vous avez la mémoire courte sur certaines choses que je vais avoir dites. Parce que je peux vous dire une chose, si Seth Jarvis sort 5e à Ottawa, je vais braguer pas mal longtemps. Vous allez en entendre parler très, très longtemps. Là. C'est correct. En fait, tout ce que je souhaite, c'est que
les Sens repêchent LJ Grants. Ouais, non, hey, ça, toi, c'est sûr que ça aussi, je vais en entendre parler longtemps, je pense, si ça arrive. Ah, mais c'est correct. On le disait, on peut pas avoir les mêmes choix. Ben oui, on peut avoir les mêmes choix quand on regarde les ordinateurs des autres. Mais tu sais, on peut avoir des visions différentes. C'est ça qui est intéressant de faire des mock drafts comme ça. Puis tu sais, j'allais le dire, c'est mon premier. Puis vous, ça fait plusieurs que vous faites à travers les années. Puis honnêtement, c'est de la bonne ouvrage. Puis, mais c'est le fun à faire, par exemple. C'est le fun à faire. Très le fun. Sur ce, on vous donne rendez-vous au repêchage de la Ligue nationale de hockey parce que, je le rappelle, Max, tu l'as dit juste avant, mais on va être live en streaming sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur Twitter également pour faire une couverture complète, une couverture qui va être aussi interactive parce que vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir nous poser des questions en même temps, on va pouvoir vous répondre. J'ai bien hâte de faire ce projet-là avec vous autres, les boys, puis j'espère que les gens... J'ai une question, moi, Matt. Vas-y. Peux-tu nous rappeler la date exacte et l'heure? C'est le 6 octobre. OK. À 7 heures. Je le demandais pour les partisans, là. Moi, je le savais. Là. Mm-hmm. Oui, c'est un rendez-vous le 6 octobre à 19h pour la couverture complète du repêchage à la Ligue nationale. Puis d'ici ce temps-là, vous pouvez toujours consulter les épisodes du top 31 qu'on a fait. C'est nos 2 premiers épisodes sur toutes les plateformes en audio, puis sur notre site web aussi en version vidéo et sur notre chaîne YouTube. Puis vous pouvez toujours consulter nos épisodes sur le mock draft du repêchage de la Ligue nationale 2020.